Je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue auprès du Conseil de l'Arctique. Alors je suis la plupart du temps plutôt dans les glaces, plutôt dans les montagnes, mais de temps en temps en fait, je réalise qu'il est important de rentrer en France et de communiquer la science. En fait, nous, ce qu'on est en train de voir est vraiment catastrophique. On a vraiment intensément besoin que les entreprises, que les managers réalisent en fait les leviers d'action qu'ils ont entre leurs mains pour essayer de faire bouger les choses. Alors je m'appelle Heidi Sevestre, vous avez compris que je suis scientifique, je suis glaciologue. Mon métier c'est donc d'étudier des écosystèmes qui ne ressemblent pas à ça, qui sont assez différents. Comme par exemple, il y a quelques semaines, j'étais juste là, dans ces paysages somptueux du Groenland. Ça c'est un endroit qui est patrimoine mondial de l'humanité, ça s'appelle Ilulissat, le Ice Fjord. C'est là où on a les plus grands icebergs de l'hémisphère nord. Un des glaciers les plus dynamiques de notre planète qui relâche ces icebergs gigantesques. Alors ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous rapprocher un petit peu plus de ces glaces. Parce que ces paysages-là, on les voit trop rarement, mais en vrai, le fait que ces paysages existent, le fait que ces paysages répondent au changement climatique, ça affecte tout. Tout ce que l'on a construit, tout ce que l'on aime, tout est touché aujourd'hui par les glaces. Donc mon objectif, c'est de vous expliquer pourquoi ça, c'est important. Pourquoi ça, on peut encore participer à le sauver. Et pour ça, clairement, nous les glaciologues, on ne va pas y arriver tout seuls. Donc aujourd'hui, on le sait, évidemment, notre climat est en train de changer. C'est assez dramatique ce qu'on observe. Alors franchement, déjà, on n'a pas beaucoup de bol en Europe parce qu'on est le continent qui se réchauffe le plus vite aujourd'hui. On se réchauffe en moyenne 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. Donc en Europe, en fait, on est en plein dedans de cette histoire de changement climatique. Et vous l'avez tous vu, j'en suis sûre, ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Il y a aussi d'autres régions qui se réchauffent très vite, les régions polaires, l'Antarctique au sud, l'Arctique au nord. Et souvent, moi, je suis sans arrêt confrontée à des personnes qui me disent « Oui, mais il y a des régions qui se refroidissent. » Ouais. Ok, super, voilà. Il n'y a pas grand monde dans ces régions qui se refroidissent aujourd'hui. Donc littéralement, on parle d'un dérèglement climatique parce que ce n'est pas complètement homogène, mais il y a vraiment certaines régions qui sont beaucoup plus affectées que d'autres. Alors moi, j'étudie les glaciers. Les glaciers, forcément, ils répondent à ça très rapidement. Je vais vous montrer le tout premier glacier que j'ai étudié. C'était un glacier en Suisse qui s'appelle le glacier du Trient. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'on a des photos, des archives en fait très anciennes de ce glacier. Et l'autre jour, j'en ai parlé à des élèves de primaire et ils m'ont dit « Mais Heidi, t'as quel âge ?» En fait, ah là là, je te jure, j'ai envie de les étrangler. Mais donc voilà, 1891, ce n'est pas moi qui ai pris la photo évidemment, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, vous voyez que le glacier, il est trop beau, quoi. Il est super gros, il est bien dynamique. Ça, c'est un glacier qui est vraiment content, quoi. C'est un glacier qui reçoit de la neige. Un glacier, il est content quand il neige, il est content quand il fait froid, voilà. Alors moi, je ne l'ai pas étudié à ce moment-là, moi je l'ai étudié un peu après, je l'ai étudié en 2010, au tout début en fait de ma carrière en glaciologie. Et là, la photo est prise exactement du même endroit. Ah oui, il y a une photo en noir et blanc, une photo en couleur. Vous voyez le glacier qui est délimité avec cette petite ligne jaune sur la photo droite. Ça vous montre très clairement qu'il est en train de se passer quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'on dit que les glaciers, c'est souvent les meilleurs baromètres du climat. Parce que autant à l'œil nu, on ne le voit pas, les concentrations de CO2, les concentrations de gaz à effet de serre qui augmentent. Mais alors les glaciers, ils nous le disent. Les glaciers, ils hurlent que notre climat il est en train de changer en ce moment. Et là, si on continue à utiliser des énergies fossiles, à utiliser aussi de plus en plus d'énergie, ces glaciers de montagne, mais clairement, on va les perdre. La situation est tellement critique, en Europe, en France particulièrement, qu'on sait qu'il est certainement trop tard pour les glaciers des Pyrénées aujourd'hui. C'est plié pour les glaciers des Pyrénées. Mais ce qu'on peut encore sauver, c'est notamment les glaciers des Alpes, une partie, les glaciers de l'Himalaya, les glaciers d'Alaska, de Bolivie. On peut encore aujourd'hui sauver une partie de ces glaciers. Parce que clairement, ces glaciers, on en a besoin aujourd'hui. Parce que vous savez à quoi ça sert un glacier ? À quoi ça sert ? Je crois que j'entends au fond la bonne réponse. C'est de l'eau, quoi. Un glacier, c'est pas compliqué. C'est de l'eau qui est stockée dans nos montagnes. C'est vraiment les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Et un glacier, en fait, ça nous sert à tout ça. Pendant l'été, c'est normal que les glaciers
fondent un petit peu. Voilà, ils fondent énormément, ça c'est pas normal. Mais l'eau des glaciers, on l'utilise pour tout ça. C'est une source saisonnière d'eau douce. Et cette eau douce, on va l'utiliser pour la turbiner, produire de l'énergie. On va l'utiliser pour l'agriculture. On va l'utiliser pour boire, pour tout ce qui est sanitaire. Le Rhône, le Rhin sont directement connectés aux glaciers. Si on n'a pas de glaciers qui fondent pendant l'été, si on n'a plus de glaciers, je ne vous dis pas à quel point le niveau de ces fleuves risque de diminuer, surtout en période de canicule, là où on a besoin d'eau. Comprenez la quantité d'industries, d'entreprises, de centrales nucléaires qu'on a le long de ces fleuves aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces glaciers, ce qui est dingue, c'est qu'on s'est habitué à les avoir, on s'est habitué à ce que chaque été, on va recevoir de l'eau de ces glaciers. Mais là, aujourd'hui, les dernières études scientifiques nous montrent que c'est très certainement trop tard pour entre 40 et 50% des glaciers sur Terre, des glaciers de montagne. Donc ça veut dire que l'avenir de l'autre moitié des glaciers est vraiment entre nos mains. Donc c'est à nous de décider. Est-ce qu'on veut laisser des glaciers pour nos enfants ou pas? Parce que là, visiblement, on a pris une décision collective qu'on ne voulait pas en laisser. Lundi dernier, j'intervenais devant des collégiens et des lycéens des Alpes. Je ne vous dis pas quand on leur explique que pendant leur vie, ils risquent de voir ces montagnes se désenglacer, je ne vous dis pas la réaction. Et ça, on n'a pas le temps d'attendre qu'eux rentrent dans la vie active. On a besoin que nous, on prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Et de se réveiller un peu, et de s'énerver, et de faire en sorte qu'on essaie de protéger un maximum de ces glaciers aujourd'hui. Alors cet après-midi, ensemble, je voulais vous faire voyager un petit peu, et je voulais vous emmener vraiment dans mes expéditions scientifiques, à commencer par ce qui est certainement, je pense, le Graal en tant que glaciologue, c'est l'Antarctique. Donc l'Antarctique, c'est en bas, c'est au niveau du pôle sud. Et vous savez quelle taille ça fait l'Antarctique? Combien de fois on pourrait mettre la France dans l'Antarctique? Je vois des... C'est entre 23 et 25 fois, quoi. Donc c'est quand même... c'est blindé de glace, il y a beaucoup de glace. Alors je vous parle de l'Antarctique parce que... Alors c'est très très loin de nous, mais littéralement, notre avenir à tous, il est directement connecté à ce qui se passe là-bas. L'Antarctique contient énormément de glace. Si l'Antarctique perd sa glace, je vous pose une nouvelle question. De combien le niveau des océans il pourrait augmenter? J'entends 6 mètres? Ouais. C'est 58 mètres, l'élévation du niveau des mers. Ouais. 6 mètres, en fait, c'est pas bête du tout, c'est le Groenland. Ouais, 6 mètres. Donc on a 2 calottes polaires, et celle-là, c'est la plus grande, 58 mètres d'élévation potentielle du niveau des mers. Donc, bref, c'est pour ça qu'on va en Antarctique, pour étudier comment l'Antarctique répond au changement climatique. Alors, il y a quelques décennies, si vous vous plongez, si vous êtes super fan des rapports du GIEC, et vous plongez dedans, dans les premiers rapports du GIEC, on dit, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe en Antarctique. On a toujours eu l'impression que l'Antarctique, c'était trop loin, c'était trop froid, c'était trop isolé pour réagir au changement climatique. Alors, je vais vous montrer que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. L'Antarctique, ce n'est pas du tout un endroit où la glace elle est juste posée sur la Terre et elle ne bouge pas. Les glaciers, c'est toujours en mouvement. La glace, c'est un matériau visqueux. Et la glace en Antarctique, en fait, elle n'a qu'une envie, c'est toujours d'être en mouvement et se déplacer du centre du continent jusqu'aux côtes. Et en arrivant aux côtes, elle se jette dans l'océan. Et donc, vous voyez à quel point c'est vivant, quoi, l'Antarctique. Ça bouge dans tous les sens. Et cette glace, nous, vraiment, on n'a pas envie qu'elle se jette trop vite dans l'océan. Parce que si elle se jette dans l'océan, ça participe à l'augmentation du niveau des mers. Mais ce qui est assez génial, c'est que l'Antarctique a son propre mécanisme de stabilisation. Alors, restez avec moi, je vais vous montrer comment ça marche. Franchement, la nature est bien faite, comme on dit. Donc là, vous avez en jaune les espaces où on a cette glace qui repose sur le continent, la glace continentale. Et en fait, vous l'avez vu, cette glace, elle est toujours en mouvement, donc elle continue son chemin. Et il y a des endroits où elle va se retrouver coincée dans des baies naturelles. En fait, elle va continuer à avancer sur l'océan et elle va se retrouver dans des baies naturelles où il y a énormément de frottements sur les côtés. Et donc, la présence de ces baies remplies de glace, ça va ralentir le mouvement de la glace qui vient derrière. C'est un peu bizarre, c'est un peu contre-intuitif, mais ces petites zones là que vous voyez en turquoise bleu, c'est un peu comme un bouchon, quoi. C'est un peu le bouchon, je vais prendre un exemple ici, de la bouteille de champagne. Donc, tant qu'on a des bouchons autour de l'Antarctique, ça ralentit le mouvement de la glace en direction de l'océan. Et donc, trop bien.
trop bien, on a des bouchons gratos, ils font ça tranquillement, on n'a pas besoin de les manager, ils sont bien. Et en Antarctique, il y en a beaucoup de ces bouchons, c'est à peu près les 3/4 des côtes de l'Antarctique qui sont connectés à au moins un de ces bouchons. Et en fait, on est en train de réaliser que, évidemment, en fait, ces bouchons, ils sont posés sur un océan qui se réchauffe. En Antarctique, il y a des vagues de chaleur, ça fond par-dessous. Et on a aussi des températures de l'air qui augmentent considérablement en Antarctique. Et donc, malheureusement, ce qu'on est en train de voir, notamment sur un des endroits les plus chauds de l'Antarctique. Là, ce que vous voyez, la petite virgule, là, c'est ce qu'on appelle la péninsule antarctique. Et en fait, ce qu'on est en train de voir sur la péninsule antarctique, c'est que c'est en train de s'effondrer, que ces bouchons, les uns après les autres, en fait, ils fondent tellement, ils perdent tellement d'épaisseur qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à retenir la glace derrière, tout s'effondre. Et la glace qui vient des montagnes, eh ben, il n'y a plus rien qui la retient, il n'y a plus de bouchons, donc elle accélère et elle se jette dans l'océan. Et donc, avec mon équipe, il y a quelques années, c'est ce qu'on est allé voir. On est allé voir en quelque sorte le prochain bouchon qui est juste en dessous de ce carré rouge pour voir si ce bouchon-là, qui était beaucoup plus gros, allait pouvoir résister face au changement climatique. Alors voilà à quoi ça ressemble l'Antarctique. C'est quand même plutôt cool. C'est plein de montagnes, c'est plein de glace, c'est trop bien. Et donc, ce qui se passe là sur cette image, c'est que la glace qui vient des montagnes, donc qui vient du continent, vous voyez, elle s'écoule sur la droite, et vous voyez toute cette grande zone plate blanche, mais c'est ça le bouchon de cette partie-là de l'Antarctique. Et donc ça s'appelle la barrière du Larsen C, et on a passé 2 mois à l'étudier. Alors c'était quand même génial d'avoir 2 mois où il n'y a personne, quoi. On est vraiment au milieu de nulle part. Donc en fait on campe sur ce territoire, et évidemment on ne chôme pas. Alors là il y a vraiment du taf à faire, parce qu'on était les premiers à être posés à cet endroit-là pour faire des mesures. Donc tu as un peu l'impression d'être des pionniers, et c'est quand même assez sympa. Alors là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais ça c'est Adam, mon pote. Alors voilà, on est tous emmitouflés jusque-là. Et là, Adam, c'est un glaciologue, et là, il mesure, en fait, avec cet instrument-là, l'épaisseur de la glace de l'Antarctique. Parce que c'est important de savoir, ils font quelle épaisseur, ces bouchons, quoi. Est-ce qu'ils sont solides, est-ce qu'ils ne sont pas solides? Là, je vous ai mis Bryn. Bryn, c'était le chef de notre expédition. C'était un Gallois énorme, glaciologue super costaud. Et alors, Bryn, c'est un peu bizarre ce qu'il fait, mais il fait des petits trous dans la barrière de glace. Alors, ça ne l'affecte pas du tout, mais c'est juste pour y placer des instruments, notamment des thermomètres, pour savoir si ça se réchauffe de l'intérieur ou pas. Donc, gros boulot. Ça, c'était de loin le boulot le plus relou à faire. Et on avait aussi avec nous, des guides de haute montagne. Parce qu'en fait, là, je suis partie avec une équipe anglaise. Et les Anglais, ils pensent que les glaciologues, ils ne savent pas se gérer, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il faut les babysitter. Et n'empêche, ils n'avaient pas tort. C'était quand même super d'avoir des guides de haute montagne qui font que la sécurité, quoi. Mais pas que, parce qu'en fait, Bradley, notre guide, il avait vraiment trop d'énergie. Et donc on lui faisait faire les pires tâches. Et notamment, il donnait des coups de masse sur le Larsen C. Et alors pourquoi on donne des coups de masse? Alors franchement, la glace, elle est tellement épaisse, ça ne bouge pas. Mais ça fait des petits tremblements de terre. Et ces tremblements de terre, nous, on les mesure. Et ça nous donne une idée de l'épaisseur de la glace. Encore une fois, voilà, est-ce que c'est solide ou pas? Et donc, ce qui était complètement dingue, c'est que pendant ces 2 mois d'expédition, on récolte des données tous les jours, on en a plein sous le bras. Et en fait, on réalise assez vite qu'on ne comprend pas ce qu'on regarde. On a du mal à analyser les résultats. On voit des trucs super chelous, en fait, dans l'épaisseur de la barrière de glace, qui faisait 800 mètres d'épaisseur quand même. On voit des trucs trop bizarres et on se demande vraiment ce qu'on a sous nos pieds. Et donc, parfois, la glaciologie, c'est aussi simple que faire un trou et descendre une GoPro. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un petit trou avec Bryn et on a commencé à descendre une GoPro. Et en fait, donc là, de toute façon, on sait qu'il y a de la glace. Il y a 800 mètres d'épaisseur de glace sous nos pieds, donc on la descend. Et en fait, on se demande quel type de glace on va avoir à faire, quoi. C'est quand même super chelou, nos résultats. Et au bout de quelques mètres de descente, en fait, on découvre qu'il n'y a pas que de la glace dans ces barrières de glace. En fait, il y a des lacs gigantesques qui sont à l'intérieur de l'épaisseur de la barrière de glace. Et en fait, ces lacs, ils sont tellement grands, il y a des lacs qui faisaient plusieurs kilomètres de diamètre, plusieurs mètres de hauteur, ils sont tellement grands qu'ils ne gèlent pas. Et ça, le problème, c'est que c'est une source de chaleur immense à l'intérieur de ces barrières de glace. Donc d'où ils viennent, ces lacs? Maintenant on a compris, on a mis des stations météo, on a calculé en fait que pendant l'été et même parfois pendant l'hiver en Antarctique, il peut faire très chaud. Des lacs se forment à la surface de ces barrières de glace, l'eau arrive toujours à trouver le moyen de rentrer, et au bout d'un moment, l'eau elle pénètre dans l'épaisseur et elle reste. Et en fait, c'est comme si on avait une sorte de bloc de béton avec du marshmallow au milieu, quoi. Sauf que ce marshmallow, il est chaud et qui réchauffe la barrière de glace de l'intérieur.
Donc aujourd'hui, on a une sorte de mitage de ces barrières de glace en Antarctique. C'est certainement juste une question de temps avant qu'on les perde aujourd'hui. Alors le Larsen-C, il est encore là, mais on se demande vraiment pour combien de temps. Et même ici, il faut vraiment qu'on se demande pour combien de temps encore on a ces bouchons. Parce que si ces bouchons, on les perd, la réponse c'est ça, sur nos territoires. Donc vous savez très bien que si on perd l'Antarctique, le niveau de la mer monte, mais aussi plus les océans se réchauffent, plus ils prennent de place. Donc il y a vraiment deux ingrédients à prendre en compte dans l'élévation du niveau des mers. Là, ce que vous avez, je vais vous montrer une série de cartes avec les côtes françaises et les côtes européennes. C'est des cartes qui sont accessibles à tout le monde. C'est un site qui s'appelle Climate Central, qui est vraiment trop bien. Alors là, en rouge, c'est 1 mètre d'élévation du niveau des mers. 1 mètre d'élévation du niveau des mers, ça ne touche pas que la métropole, évidemment. 1 mètre d'élévation du niveau des mers, ça pourrait arriver dès les années 2070. Et ça, il ne faudra pas se réveiller en 2069 pour se préparer. Là, de toute façon, on les connaît. C'est l'île de Ré, La Rochelle, le Marais Poitevin. On sait que c'est des zones très très basses en altitude. Et ce qu'on a là-dedans, c'est des villes. Ce qu'on a là-dedans, c'est des infrastructures clés pour l'industrie, pour l'économie de notre pays. C'est des terres agricoles, c'est des terres touristiques. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là ? On va avoir des migrants en France qui vont devoir se déplacer, aller dans d'autres territoires. Et ils vont forcément aller là où il y a de la place, là où il y a de l'emploi. Vraiment, dans une période où tout le monde est tendu par rapport à cette histoire d'immigration, et il va falloir se poser la question de comment est-ce qu'on ait assez de bienveillance dans les décennies à venir pour accueillir toutes ces personnes-là. Ensuite, je vous montre une autre petite carte. Ça, c'est Arles, sud de la France, avec 2 mètres d'élévation du niveau des mers. Ça peut tout à fait se passer pendant ce siècle, pendant les prochaines décennies. Oui, c'est la Camargue, mais il y a quand même des autoroutes super importantes. Il y a l'aéroport de Nice qui ne va pas être très loin. 3 mètres d'élévation du niveau des mers pour cette partie-là de l'Europe, voilà ce que ça donne. Alors il y a des pays, c'est vite vu. Évidemment que les Pays-Bas, ils sont parfaitement conscients de ça. Il n'y a pas que les Pays-Bas, il y a une partie de la Belgique, il y a le nord de la France. Évidemment, je sais que vous êtes nombreux à venir des Hauts-de-France. Vous êtes dans une des régions qui va souffrir le plus de la hausse du niveau des mers. Alors 3 mètres, quand est-ce que ça pourrait arriver ? D'après les toutes dernières études scientifiques, ça pourrait potentiellement arriver d'ici la fin du siècle, début du siècle prochain. Et ça, je suis parfaitement conscient que ça ne parle à personne, cette histoire de fin du siècle prochain. De toute façon, voilà, on sera certainement plus là, à moins d'un miracle. Et moi, j'ai un petit neveu là qui vient de naître, Lucas. Mais Lucas, si on lui parle de la fin du siècle, lui, il risque de le voir, quoi. Pour lui, quand on parle de 2090, 2100, lui, ça sera certainement très très concret. Donc rien que pour lui, rien que pour eux, il va vraiment falloir qu'on réagisse. Parce que ça, c'est pas du tout plié aujourd'hui. Ça, c'est vraiment entre nos mains aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le veut pas ? Franchement, quand on voit ça, la décision, elle est facile à faire, quoi. Évidemment qu'on n'en veut pas. Mais évidemment, oui, encore faut-il passer à l'action, quoi. On a besoin de toutes les solutions, on a besoin de tout le monde. Et il faut arrêter d'attendre que les choses se fassent à notre place. Il n'y a pas une technologie miraculeuse qui va nous sauver de ce mauvais pas, il n'y a pas une personne, un messie qui va venir nous sortir. Non, au contraire. Aujourd'hui, toutes les solutions, elles sont déjà là. Et en fait, toutes les ressources humaines dont on a besoin sont déjà là. Moi, j'essaie vraiment de regarder ce challenge comme un verre à moitié plein et de me dire quelle opportunité de dingue, en fait, pour essayer de redéfinir notre propre chaîne de valeur, redéfinir ce qui compte vraiment pour nous, parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les générations futures, elles vont nous demander, en octobre 2024, quelle décision vous avez prise pour nous, les jeunes, nous donner la meilleure chance possible. Et donc on y va, quoi. Vamos, on n'attend rien du tout, on attaque et on essaie de voir les outils qu'on a autour de nous pour mettre des choses en place.